Bonjour. Il n'est pas assez d'une vie pour comprendre l'art, c'est pourquoi, toute affaire cessante, je vais continuer à lire mes fiches de prise de notes sur le livre Le Moyen-Âge roman de Faucillon. Et ça sera probablement la dernière lecture, puisque on est à la fiche 50 et ça s'arrête à 54. Il me semble qu'on avait fini la dernière fois avec XIIe siècle, deux petits points, moment où le roman, riche des acquisitions du XIe siècle, atteint sa plénitude et sa fermeté classique. Déclin et raison du déclin de la sculpture romane, deux petits points, la profusion, l'oubli des fonctions, la recherche des effets pittoresques, le goût de l'anecdote, le dessèchement. Ouvrez les guillemets. En se répandant avec une abondance qui méconnaît la discipline de l'architecture et qui envahit les membres pour lesquels il est peu fait, ou dont il déguise et affaiblit le rôle, le décor échappe à la sévérité de la règle qui le maintenait à des emplacements et dans des cadres déterminés. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un décor qui auparavant était assigné à des places en particulier, et là, il déborde. Et en plus de déborder, auparavant, il soulignait la fonction, et là, il déguise ou affaiblit le rôle de ce sur quoi il est. Exemple, le guillochage des colonnettes. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai mis plus tard guillochage, sinon je mettrai une image. Ouvrez les guillemets. Ah bah c'est lui qui va peut-être dire ce que c'est qu'un guillochage. Ouvrez les guillemets. Une résille d'ombre ondulante, une ponctuation d'accents trop nombreux et trop chatoyants compromettent l'aplomb et l'unité de la masse monumentale. Fermez les guillemets. Poitou et Saintonge, deux petits points. La matière tendre a favorisé ces jeux de l'outil qui s'abandonnent à l'impulsion de la virtuosité. Et un illusionnisme optique qui substitue au plein et au compact de la sculpture des valeurs, des artifices et presque des touches de peintre. Ouvrez les guillemets. Le goût de l'anecdote, du détail, de la vraisemblance pittoresque, de la fidélité à l'objet, la note spirituelle amusée dans la représentation de l'accessoire prennent le pas sur l'ordre des hiérarchies et détendent, affaiblissent la qualité du style. Fermez les guillemets. Bourgogne. Chapiteau de la nef de Vézelay. Exemple d'une association des contraires réussis. Ouvrez les guillemets. En faisant intervenir la familiarité de la vie, l'image des travaux rustiques dans l'économie d'un style qui n'en est pas altéré. Fermez les guillemets. Cela annonce l'art gothique. Dans ces régions, le style se défait par ses recherches et ses curiosités. Dans d'autres régions, où il évolue moins vite, il tend à se maintenir en se durcissant. Passage de la vie à la règle. Deux petits points. Ouvrez les guillemets. Les règles dont nous avons noté les caractères et constaté l'efficacité ne se présentent pas dans le premier tiers ou même dans la première moitié du XIIe siècle comme une sorte de code dont la rigoureuse logique s'applique inflexiblement à tous les cas et donne la solution de tous les problèmes. Il ne faut pas perdre de vue que la vie
y a part. La sculpture romane, fondée sur une pensée architecturale et sur une composition d'ornements, n'est pas une sculpture sèche. Mais elle le devient par excès de sûreté des formules, par une conséquence nécessaire du travail en série et de la fabrication industrielle. Catalogne, ouvrez les guillemets. La maigreur des volumes, le profil aigrement découpé des silhouettes, la sécheresse friable des tiges, dont le diamètre diminue. Ouvrez les guillemets. La loi de la constance des types qui, en fixant et rétrécissant l'invention, finit par appauvrir tous les styles, répand partout les mêmes modèles, les mêmes gabarits. Fermez les guillemets. Cela provoque des cas de déviation des fonctions et des formes dans de très nombreux chapiteaux de la seconde moitié du XIIe siècle. Ouvrez les guillemets. Les volutes transformés en crochets et en atlantes par l'art roman deviennent des sortes de clés pendantes aux quatre angles du tailloir. Fermez les guillemets. Donc ça c'est page 308. Ouvrez les guillemets. C'est une syntaxe qui a créé son vocabulaire et le vocabulaire survit à la syntaxe. Fermez les guillemets. L'art gothique recueillera quelques-unes des formes aberrantes de la fin du roman. Ouvrez les guillemets. Les monstres deviennent des grotesques. Fermez les guillemets. Je ne sais pas si là, ça a un rapport avec les grotesques tels qu'on en parle dans l'histoire de l'art. J'ai un livre là sur les grotesques. D'ailleurs, je l'ai sous les yeux là. Tiens, je vais le prendre. Les grotesques de Philippe Morel. Je vais lire le 4e de couverture. Longtemps considérés comme fantaisie d'artistes et œuvres de second rang, les grotesques ont suscité un regain d'intérêt à partir des années 1960. Depuis le XVIIe siècle, le mot grotesque a une connotation essentiellement négative, évoquant la bizarrerie, le ridicule et l'extravagance. Dès le XVIe siècle, il désigne des peintures murales largement inspirées des fresques antiques, auxquelles s'ajoutaient parfois des réminiscences des marginalia gothiques. Ce genre décoratif connut un immense succès tout au long du XVIe siècle, d'abord en Italie, puis dans l'ensemble de l'Europe, et s'étendit à la sculpture, à la gravure et bien d'autres techniques. Progressivement, le langage des grotesques s'est détaché de ces références figuratives antiquisantes, s'inspirant de diverses matrices culturelles contemporaines. Par l'analyse de ces voisinages déterminants et de ces relations constitutives, cet ouvrage entend rendre compte du fonctionnement de ce langage apparemment incohérent, familier et maniériste. Oui, donc voilà, je ne sais pas si Faucillon fait référence à ces grotesques-là quand il dit que les monstres deviennent des grotesques. Voilà, faudra le lire un jour, ce bouquin, sur les grotesques. Voilà. Portail des libraires à Rouen, ouvrez les guillemets, bien moins les témoins d'une verve de caprice que les vestiges d'un art qui a perdu son actualité. Fermez les guillemets. Là, on répète beaucoup ce qu'on avait dit sur l'académisme, où on répète bêtement des choses qu'on ne comprend plus, on répète un vocabulaire qu'on ne comprend plus, on a le vocabulaire mais on n'a plus la syntaxe. C'est des vestiges d'un art qui a perdu son actualité, c'est-à-dire qu'on continue à répéter des formes
qui ne sont plus actuels et qu'on ne comprend plus. Tout ça, c'est l'académisme. Fin du Moyen-Âge et du Gothique. 2 petits points. Les monstres se réveilleront à nouveau et fourmilleront dans la pierre, le bois et les parchemins. Voilà. Et donc là, le chapitre est fini, on va passer à un grand 5. L'art roman et la couleur. Ouvrez les guillemets. Nulle époque, nul style n'ont pensé avec plus d'unité les relations nécessaires de la pierre bâtie et de la pierre sculptée. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. L'Église romane utilise la polychromie pour la sculpture et fait accueil à la peinture murale. Fermez les guillemets. La polychromie de la sculpture fut probablement une parure ou pour préciser ou feindre certains effets et certains mouvements. Accord entre la polychromie des sculptures, l'architecture, la plastique et la décoration peinte. Ouvrez les guillemets. Nous devons nous représenter les basiliques romanes, non dans l'état de majestueuse aridité où les âges les ont réduits et où nous les aimons, mais avec un luxe de couleurs qui va, selon les cas, de quelques touches de polychromie à l'ampleur des grands cycles narratifs peints sur les murs ou sur les tissus historiés. Nous devons nous représenter les basiliques romanes, non dans l'état de la majestueuse aridité où les âges les ont réduites et où nous les aimons, mais avec un luxe de couleurs qui va, selon les cas, de quelques touches de polychromie à l'ampleur des grands cycles narratifs peints sur les murs ou sur les tissus historiés, fermez les guillemets. Donc là, ça serait bien de trouver une image de quelqu'un qui aurait simulé les couleurs sur une église romane ou sur une cathédrale romane. Contribution des tissus à personnages, tapisserie ou broderie. Exemple, 2 petits points, la broderie de Bayeux qu'il nomme telle, toile, c'est-à-dire toile, entre parenthèses toile, telle du Conquest d'Angleterre, donc il la nomme telle du Conquest d'Angleterre, et telle ça veut dire toile, donc, et il dit que ça c'est un bestiaire oriental. Ouvrez les guillemets. Orfèvrerie, enluminure, peinture murale sont liées, et plus ou moins sous la dépendance de l'architecture. Fermez les guillemets. Il serait vain de considérer un de ces arts comme la source de tous les autres, il y eut plutôt constamment échange de leurs ressources. Ouvrez les guillemets, les grandes initiales des alphabets zoomorphiques mérovingiens sont intérieurement cloisonnées de barrettes qui les fragmentent comme des compartiments d'émaux. Certaines pleines pages des manuscrits de style irlandais sont composées comme un arrangement de plaques émaillées. Exemple, évangéliaire de Saint Bernard, art ottonien en Allemagne. Et à propos des arts ottoniens en Allemagne, les 3 rois de l'adoration sont compartimentés par de larges rubans ourlés d'un filet clair, pareil aux traits du cloisonné. D'ailleurs, le principe du graphisme est le même dans les 2 techniques. 2 petits points, le trait noir du dessin, dans la miniature, circonscrit et maintient la région du ton, comme le trait d'or de la cloison ou du champlevé maintient l'émail. Donc il y a des contours qui enferment une couleur,
Je crois qu'on appelle ça la couleur locale, une couleur localisée. Et donc tout ça, c'est pareil que sur les vitraux. Hein. Vitrail de petits points, le réseau de plomb cloisonne la matière colorée. Orfèvre qui donne au reliquaire des chasses à la forme d'une chapelle décorée d'arcades et couverte d'un toit à double rampant. Boîte à hosties sous forme de petites tours rondes coiffées d'un chapeau conique. Ouvrez les guillemets. Ainsi s'installe dans l'église une autre église plus petite qui n'est pas forcément du même type, mais qui toujours est architecture, comme un microcosme emboîté dans un vaste univers. Fermez les guillemets. Ça, on voit souvent, enfin, quand au musée d'art déco, on voit des encensoirs ou des trucs comme ça en forme d'architecture. On retrouve ce phénomène d'emboîtement avec l'architecture décorative des manuscrits. Les arcades et piliers évidés dans le bois des meubles, etc. Accord par la réduction et l'imitation. L'ordre de l'architecture domine les arts du décor. Grande Bible de l'Italie centrale. Grande Bible de l'Italie centrale, 2 petits points. Économie délicate, poésie, avant tout graphique. Entre parenthèses, page 321, fermez la parenthèse. Art ottonien, 2 petits points. Richesse et violence. Angleterre saxonne, 2 petits points. Style vif, aigu, pittoresque du psautier d'Utrecht. Angleterre normande, deuxième moitié du XIIe siècle, 2 petits points. Elle dégage des compositions touffues et du génie fantastique de l'école de Winchester, un style maigre et violent, une forme longue et contournée qui se mêlèrent plus tard à l'art gothique. Manuscrit, laboratoire de l'iconographie pour la peinture murale. Les manuscrits sont les laboratoires de l'iconographie pour la peinture murale. C'est le médium qui a le plus de ductilité. Donc la ductilité, on parle de ductilité en parlant de la peinture acrylique. Hein. La ductilité, c'est quelque chose qui peut être étiré sans se rompre. C'est quelque chose qui a une capacité à se déformer plastiquement. Et le figuré de ductilité, c'est quelque chose qui a de la souplesse, de la malléabilité. Et donc là, les manuscrits sont le médium qui a le plus de ductilité. Ben ça veut dire que ça offre de la souplesse, puisque ça doit être moins cher de faire, et ça doit prendre moins d'énergie aussi de faire quelque chose sur du papier, même si le papier devait coûter cher, que de faire un chapiteau sculpté. Il parle du parchemin ou du calame. La peinture de manuscrits crée des formes dont certaines n'ont que cette occasion de paraître. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Nul véhicule d'influence plus propice et plus rapide que les manuscrits. Fermez les guillemets. Oui, parce qu'on peut les prendre et les porter sous le bras et les amener quelque part. Les, entre guillemets, Peregrini Scotti, fermez les guillemets, les Peregrini Scotti de l'âge précédent propageaient l'art d'Irlande et de Northumbrie. Les Peregrini Scotti de l'âge précédent propageaient l'art d'Irlande et de Northumbrie dans les ateliers de Saint-Gall et de Reichenau. Ouvrez les guillemets, l'histoire de la peinture monumentale est associée étroitement à celle des commencements de l'Église. L'histoire de la peinture monumentale est associée étroitement à celle
des commencements de l'église, fermez les guillemets. Et là, il y a une flèche pour dire la décoration des catacombes, parce que la peinture était liée à la décoration des catacombes, probablement. Conséquence de la querelle des images, 2 petits points. Cela va répandre sur l'Occident les moines peintres persécutés. Oui, ça c'est souvent dans l'histoire quand il y a un truc comme ça, quand il y a des gens qui sont persécutés, bah, tous les savoir-faire s'en vont dans les autres pays. On voit ça, par exemple, j'avais lu dans l'histoire du mobilier, les protestants, ils s'en vont de France au moment où il y a la persécution de la Saint-Sylvestre, et ils vont tous porter leur savoir-faire d'artisans mobiliers ailleurs. On voit aussi tous les grands artistes et grands architectes de la modernité partir aux États-Unis au moment de la Seconde Guerre mondiale. Sous la voûte, à l'intrados des arcs intérieurs de l'arc, donc intrados de l'arc, ça veut dire l'intérieur de l'arc. Sous la voûte, à l'intrados des arcs, au droit des murailles, le peintre compartimente ses compositions comme les pleines pages ou les bandeaux d'un livre. Au cul-de-four, au tympan, dans les écoinçons entre les arcades, il collabore avec l'architecte. Il ordonne les figures selon l'emplacement qu'elles occupent. Ça, c'est page 324. La phrase suivante est soulignée. La peinture romane est fonction de l'architecture. 2 petits points. Ouvrez les guillemets. Elle respecte le plein des parois. Elle ne creuse pas l'espace derrière les personnages. Elle annule l'espace, soit par l'unité d'un fond sombre, soit par une alternance de bandes décoratives. Et les personnages eux-mêmes sont plats, composés d'une large marqueterie de tons unis, séparés par un trait régulier et foncé. Ces hautes figures solennelles semblent découpées puis rejointes dans leur partie, comme des feuilles de verre sur le patron d'un vitrail. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. La Schedula diversarum artium, qui peut se dire aussi la Schedula diversarum artium, fermez les guillemets, donc ça doit être un truc en latin, je ne sais pas comment ça se prononce. Hein. Donc la Schedula diversarum artium du moine Théophile, et ça veut dire traiter des divers arts au XIIe siècle. 2 petits points. Composition de la palette, choix des couleurs selon qu'il s'agit du visage, des mains, des vêtements, de la terre, des arbres et des conventions du pinceau qui soulignent de traits graphiques l'articulation des membres et le mouvement des plis. Ouvrez les guillemets. Viollet-le-Duc remarque qu'il ne juxtapose pas directement 2 tons de la même intensité, mais qu'ils font intervenir entre eux une zone de valeur plus paisible pour équilibrer l'harmonie. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Dans certaines bandes de méandres composés de replis, il crée, par l'alternance du clair et du foncé, une sorte de perspective tonale qui, sans imposer l'illusion despotique de la 3e dimension, laisse intacte l'unité murale. Ah, ça c'est intéressant. Dans certaines bandes de méandres composés de replis, il crée par l'alternance de clair et de foncé une perspective tonale.
J'ai jamais entendu parler de perspective tonale, c'est une perspective donc faite avec les tons, et donc ils font une perspective avec l'alternance de clair et de foncé. Donc moi je connais la perspective, comment ça s'appelle déjà? La perspective atmosphérique, où grosso modo il s'agit de mettre des couleurs plus claires au fond et des couleurs plus foncées à l'avant, et de mettre des couleurs chaudes à l'avant et des couleurs froides à l'arrière, dans les plans qui sont à l'arrière. Et ça donne un sentiment de profondeur. Pourquoi? Parce que dans tout ce qui est loin de notre regard, eh bien, il y a plus de particules, de poussière, d'humidité, de tout ce que vous voulez, qui font que les choses qui sont loin de notre regard vont être plus claires et plus bleutées et plus froides. Et ça fait une perspective atmosphérique. Mais là, c'est tonal. Mais c'est peut-être proche, ou c'est peut-être la même chose ou proche. Mais ce qui est intéressant après, c'est qui dit que cette perspective tonale, qui, sans imposer l'illusion despotique de la troisième dimension, laisse intacte l'unité murale. Bon, donc la perspective, elle permet de garder un mur plat, tout en donnant une certaine illusion de profondeur, mais il parle, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle d'illusion despotique de la troisième dimension. C'est-à-dire que pour lui, j'imagine qu'il parle de la perspective centrale, ou peut-être aussi de la perspective cavalière, mais ces deux perspectives-là, parce que la perspective centrale, la perspective frontale, elle n'existe pas au Moyen-Âge. Donc c'est plutôt la perspective cavalière. Mais en tout cas, il dit que ces perspectives-là sont des illusions despotiques. C'est intéressant de dire que ça, la perspective, c'est des illusions despotiques. Ouvrez les guillemets. Comme en architecture, la France est admirable par la diversité des groupes, mais leur géographie n'est pas la même que celle de l'architecture et celle de la sculpture. Deux régions, de petits points, 1, petit 1, la peinture brillante à fond sombre en Bourgogne et une partie de l'Auvergne. Petit 2, la peinture mate à fond clair de la Loire au Languedoc. Dans le second groupe, donc le second groupe, les peintures mates à fond clair de la Loire au Languedoc, dans les seconds groupes de petits points, pluralité d'ateliers très diverses qui ne se soumettent pas à la monotonie d'une formule. Peinture aussi bien dans les grandes églises que dans les petites prieurés perdues dans les campagnes. Cluny, entre parenthèses Bourgogne, de petits points, colossal Christ en majesté de l'abside. Peinture clunisienne à Berzé-la-Ville. Peinture clunisienne à Berzé-la-Ville, de petits points, ouvrez les guillemets, la majesté du cul-de-four, les saints qui, comme sur un linteau sculpté, mais suivant la courbe de l'abside, servent de piédestal humain à la gloire du Seigneur. Enfin, les scènes dramatiques qui, de part et d'autre, encadrent l'ensemble, ont à la fois la fermeté de l'assiette et la vivacité du mouvement. Le ton est souvent riche et hardi, par exemple le pourpre violacé. Fermez les guillemets. Superposition des enduits, conforme à la technique grecque, type byzantin de certains visages, à l'ovale allongé, aux grands yeux fixes, à la bouche étroite, sous un nez mince, grande figure sévère. Peinture de l'Ouest, plus blonde. Peinture de l'Ouest, deux petits points. Plus blonde. Les dominantes sont l'ocre jaune, l'ocre rouge, le noir et le blanc. Quelques touches de cinabre pour les chairs, bleu réservé aux vêtements du Christ. Bon, là, il faudra trouver un exemple de peinture
mais les couleurs, ça change de couleur selon le format de l'image quand elles sont imprimées. Sur internet, on peut trouver une même peinture plusieurs fois avec plusieurs couleurs différentes, donc ça c'est un peu compliqué. Le rendu de la couleur quand on imprime, quand on scanne. Ouvrez les guillemets. Le ton doit sa matité à l'emploi des terres et à la pratique de la détrempe. Souvent, derrière les figures, de grandes bandes alternées dessinent une limite qui interdit à la vue de quitter le mur et de chercher au-delà l'illusion d'un espace creux. C'est pas ce que j'ai écrit, mais je pense que c'est ça, parce que j'ai dû oublier une lettre. Je vais donc le relire, c'était une phrase soulignée. Le ton doit sa matité à l'emploi de la terre et à la pratique de la détrempe. Souvent, derrière les figures, de grandes bandes alternées dessinent une limite qui interdit à la vue de quitter le mur et de chercher au-delà l'illusion d'un espace creux. Poitou, Saint-Savin sur Gartempe. Berceau continu sans doubleau, conçu pour Poitou, Saint-Savin sur Gartempe. Berceau continu sans doubleau, conçu pour recevoir une décoration peinte. Ouvrez les guillemets. La vie contemporaine, avec les gestes éternels du travail et de la guerre, acquiert une grandeur épique. Une grandeur épique dans des passages de la Genèse. Exemple Babel. Dans le Berry, église de Vic, personnage aux tuniques à la fois raides et mouvantes, composé d'un éventail de longs plis coniques que déplacent la marche et le geste. Crypte de Tavan, près de l'île Bouchard, en Indre-et-Loire, ne s'asservit pas à la littéralité d'une formule. Donc ça, c'est écrit page 332. Hein, s'il ne s'asservit pas à la littéralité d'une formule, c'est qu'ils sont libres par rapport à des formules déjà toutes faites. Pourquoi littéralité? C'est peut-être la formule que l'on prend telle qu'elle. Voilà, on verra. Figures qui sont des interprètes, des servants de l'architecture. D'autres figures, ouvrez les guillemets, rappellent ces êtres étranges, à demi humains, à demi ornementaux, qui sont pris dans le filet des entrelacs irlandais. Fermez les guillemets. Peintes sur fond blanc avec une ardeur de touche qui écarte l'idée de tout patron minutieusement calqué. Voilà, c'était la dernière fiche. Donc, pourquoi lire ces fiches? Parce que ça permet de d'abord relire mes fiches, ça permet de ne pas avoir à relire le livre et c'est plus rapide. Néanmoins, quand on relit le livre, on s'aperçoit qu'on avait oublié des trucs, qu'on n'avait pas noté des trucs importants, donc ça peut être bien de relire le livre, puisque de toute façon, c'est pas pareil que de lire que d'écouter, donc ça peut être bien de le relire de toute façon. Donc je vous incite à lire ce livre, je vous incite à lire Faucillon, c'est vachement bien. Et je vous souhaite d'avoir du temps pour lire des livres d'histoire de l'art, je vous souhaite d'avoir du temps pour pouvoir visiter des lieux où il y a de l'art, des lieux d'art, des musées, etc. Au revoir, bonne fin de journée ou de soirée ou de nuit, selon le moment où vous écoutez.